Durant le siècle rouge qui a précédé l'âge du chaos, nombre de nations, pays et empires à travers les royaumes qui refusaient de servir les puissances de la ruine sont tombés, que ce soit par les légions de démons, des dieux sombres, ou par des traîtres corrompus qui les ont affaiblis de l'intérieur. Mais les survivants de ces civilisations ont pu tout de même trouver refuge sous la protection du dieu roi à Azir, le royaume des cieux. De là, ils ont soigné leurs blessures et ont commencé ensemble à organiser leur rétribution et leur vengeance. Pendant 500 ans, ces différents peuples, issus de différentes races, ont attendu patiemment le moment où ils reprendraient tous leurs anciennes terres perdues. Parmi ces peuples, on peut trouver les Dwardins dépossédés des empires khazalites de Shamon. Ils étaient les puissances majeures du royaume du métal et on dit que leur savoir-faire leur aura permis de créer les plus prodigieuses merveilles de l'âge des mythes. Juste pour donner une idée, ils étaient capables de créer des sous-royaumes, des îles flottantes dans le royaume du métal de la taille de continents, à savoir qu'il leur aurait été enseigné par Grogni lui-même, le dieu forgeron. Au sein des cités de Sigmar, ce sont des artisans sans égal, que ce soit pour bâtir des édifices ou en tant qu'ingénieurs et forgerons. Ils ont d'ailleurs une très grande influence dans la guilde des sous-de-fer, une organisation d'artisans qui réunit plusieurs races des peuples libres et qui fournit une grande majeure partie des armes à feu et de l'artillerie aux différents corps d'armée des cités de Sigmar. Au combat, leurs guerriers lourdement armurés, comme les brise-fer, tiennent les lignes comme de véritables enclumes. Parmi les autres peuples libres, il y a aussi les elfes errants qui vivaient dans les forêts de Giran, le royaume de la vie durant l'âge des mythes. Une grande partie de ce peuple vénérait Alariel, mais aussi Kurnos, le dieu de la chasse. C'est pourquoi on les appelait aussi les Kurnoti. C'est d'ailleurs la mort de ce dernier durant le siècle rouge qui a brisé le moral de ces elfes et les a fait évacuer vers Azir, ce qui a d'ailleurs été vu comme une trahison par les Sylvanès. Même si depuis, ils ont rejoint de nouveau le combat et se sont distingués à maintes reprises, notamment dans la guerre de la vie contre Nurgle. Alariel, la reine éternelle, leur a même accordé un pardon royal, mais une grande partie des Sylvanès n'ont pas réussi à mettre de côté leur rancune envers eux. Au sein des cités de Sigmar, ces elfes sont des éclaireurs et des patrouilleurs hors pair, mais aussi de fantastiques traqueurs et chasseurs. Leur expérience pour survivre à travers les contrées sauvages des royaumes mortels a été vitale pour assurer la survie de nombre de nouvelles colonies. Il est aussi certains peuples de cette grande alliance à la moralité plus douteuse, comme les elfes de l'ancien empire de Narkas, d'Ulgu, le royaume des ombres. Cet empire a connu l'apogée de sa puissance en asservissant un très grand nombre de dragons noirs, à un tel point qu'on dit que chacun de ses chevaliers montait une de ses créatures. Pour arriver à ce résultat, l'empire de Narkas s'est adonné à toutes sortes d'activités immorales, comme les rituels des sorcières des couvents sombres sur des œufs de dragon qui visaient à changer leur nature, ou encore l'esclavagisme à grande échelle, bien que cette pratique ait été interdite par le Panthéon de l'Ordre. Malgré cela, ils ne semblent jamais avoir été punis et ont même été protégés par Malérion, car ils étaient parmi ses favoris. Aujourd'hui, ce qui reste de leur empire est l'Ordre Serpentis, un ordre de chevaliers qui domptent et montent toutes sortes de créatures reptiliennes. Ils sont aussi connus pour être à l'origine de nombre des activités illicites des cités de Sigmar. Mais tant qu'il n'y a pas de débordement trop visible, les autorités des cités les tolèrent, car ils ne peuvent en aucun cas se passer de n'importe quel allié, car au final, elles ne sont toutes que de petits havres de sécurité fragiles, qui sont entourés d'innombrables menaces, que ce soit des royaumes eux-mêmes, des légions de morts-vivants, des hordes de la destruction et des serviteurs du chaos. Et d'ailleurs, ce genre de compromis n'est d'ailleurs pas une exception, car les cités font aussi des alliances et accueillent dans leurs murs les guerrières meurtrières du culte de Cain, ou même encore les abyssaux Idonès, qui sont connus pour être aussi des raideurs voleurs d'âmes. Il est aussi une autre partie de la population un peu particulière. Il s'agit de certains natifs des royaumes qui se sont joints aux cités de Sigmar. Ils sont malheureusement vus de haut et d'un mauvais œil par les Azirites, qui pensent que ces peuples n'auraient jamais pu survivre 500 ans dans l'âge du chaos sans être corrompus d'une façon ou d'une autre. Cette méfiance a d'ailleurs mené à des ségrégations dans les cités de Sigmar, à un tel point que parmi la noblesse, on trouve bien plus d'Azirites et parmi les moins fortunés, des natifs des royaumes. Mais certaines cités vont aussi accueillir des alliés avec une moralité un peu moins ambiguë, comme par exemple les Dwardins mercenaires de Grimnir, les maîtres des airs marchands Caradron, les grands sages et mages Luminettes, et même des ambassadeurs Sylvanettes et Séraphons. Cette grande diversité dans les cités apporte un côté assez cosmopolite, ce qui leur permet aussi d'apprendre du meilleur de ces différentes cultures. Les premières cités de Sigmar ont été
été établie peu après le lancement de la tempête de Sigmar, après la guerre des portes, qui a été en grande partie menée par les éternels de l'orage, qui ont servi de fer de lance pour sécuriser des pieds-à-terre dans les royaumes mortels, qui a permis au peuple libre d'enfin sortir de leur isolement à Azir et d'aller y établir de nouvelles cités. C'est pourquoi le nom de nombreuses des premières cités établies est en partie celui d'un des hostes de l'orage, en l'honneur des sacrifices qu'ils ont faits et du rôle d'avant-garde qu'ils ont joué. Environ 117 ans après la tempête de Sigmar, durant une période qu'on surnommera l'ère de la bête, qui a été provoquée suite au rituel de la vie de la déesse Alarielle, qui visait à revitaliser les royaumes et à contrecarrer les effets du nécroséisme provoqué par Nagash, et a donc par la même occasion diminué le nombre et affaibli les morts vivants à travers les royaumes. Grâce à cette réduction de risque, mais aussi des conditions de vie plus favorables, des expéditions d'un nouveau type vont commencer à voir le jour pour établir de nouvelles cités. Ces grandes expéditions seront connues comme les croisades Éophores, réunissent toutes sortes d'individus de différentes origines, rejoignant les croisades en quête de gloire ou de richesse. Mais la plupart du temps, un destin funeste atteint la majorité de ces croisades. Et pourtant, malgré tous ces périls, beaucoup s'y engagent, notamment grâce à la propagande des cultes umberogènes. Ce sont différents cultes de Sigmar qui vont avoir différentes façons de le vénérer, généralement originaires de différentes parties des royaumes, qui auront en quelque sorte adapté leurs traditions et leurs valeurs à sa vénération. Par exemple, l'un d'entre eux qui nous a été un peu plus présenté est celui du culte de la roue, qui associe symboliquement Sigmar au progrès de la civilisation. Grâce à ces différents cultes, les croisades Éophores sont vues comme bénies par les dieux afin d'attirer les croyants. Et ceux qui acceptent de rejoindre une croisade se voient offrir un deulier Malleus, une pièce en métal béni qui symbolise l'engagement d'un néophore et aussi met tout le monde sur un pied d'égalité, qu'il soit noble ou d'origine plus humble, mais aussi la promesse des richesses qui pourraient lui appartenir si la croisade venait à réussir. Car lorsqu'une nouvelle cité est établie, ce denier Malleus permet à tout néophore qui le possède encore à son arrivée de posséder et de revendiquer des terres sur ces nouveaux territoires. Cependant, le denier Malleus n'est pas toujours pris avec plaisir ou avec espoir. L'expansion très rapide de certaines mégalopoles des cités de Sigmar a fini par créer de grands bidonvilles et beaucoup d'inégalités sociales. Les croisades sont donc pour certains malheureux qui vont sans doute à leur mort un moyen d'échapper à la misère pour eux et leurs familles. Et il arrive même parfois que pour les expéditions les plus périlleuses, que le denier Malleus soit proposé à des condamnés ou d'autres criminels qui pourraient donc obtenir le pardon et repartir à zéro. Le denier Malleus est donc parfois symboliquement vu comme une malédiction, parfois accepté à contre-cœur ou même parfois sans réel consentement. Pour maximiser les succès d'une croisade Éophore, une toute nouvelle réforme militaire a vu le jour. Elle s'est accompagnée d'une nouvelle norme dans l'équipement militaire des guildes franches, qui est venue assurer une uniformité et une certaine qualité dans leurs différents équipements, notamment leurs armures et leurs armes, qui sont pensées pour pouvoir mettre en œuvre la nouvelle stratégie de cette réforme, la formation castellaine, une manœuvre qui permet aux colonnes armées de créer des murs de boucliers et de pavois semblables à des bastions en un clin d'œil, et le tout généralement appuyé par une immense puissance de feu. Cette tactique permet de réduire énormément les pertes lors des batailles et à sauver la vie de nombre d'éophores. On doit la création de cette machine militaire non pas au dieu roi, ni même à l'un de ses éternels, mais à une simple mortelle, la première maréchale d'Ameraules, Thalia Vedra, qui est aussi surnommée la lionne de l'Aride. Et on peut dire que par son tempérament, elle est une parfaite représentante de la philosophie des peuples d'Akshi. C'est une commandante pragmatique qui se bat bien souvent en première ligne aux côtés de ses troupes, ce qui lui vaut leur adulation et leur respect. Au début, ça peut paraître un peu étonnant que l'origine d'une révolution militaire de ce type ait été pensée par une mortelle, quand à côté, il y a des généraux quasi immortels qui ont plusieurs siècles d'expérience, mais après je me dis qu'ils ont peut-être du mal de mettre du point de vue d'un individu normal. Et donc quelque part, quoi de mieux qu'un mortel pour réfléchir à la façon d'éviter le plus de morts possible. Elle est aussi connue pour mépriser toutes sortes de corruptions politiques au sein du grand conclave qui dirige la cité d'Ameraules, ce qui a d'ailleurs mené à de fortes tensions avec certains de ses membres, qui a d'ailleurs mené à un événement sanglant nommé la nuit du quadruple échafaud, où elle a décapité 4 hauts membres du grand conclave qui conspiraient ensemble pour s'enrichir et augmenter leur influence sur la ville au détriment de ses habitants. Leur terre momifiée peut d'ailleurs être toujours aperçue derrière elle sur la selle de sa manticore infernadine. Cette manière de garder les trophées est en quelque sorte une tradition akshienne pour les vainqueurs. Et elle a aussi gardé leurs armes d'état. Ces actions peuvent paraître un peu violentes, mais le fait est que cela
cela a servi de mise en garde, et cela a sévèrement diminué la corruption au sein du Grand Conclave. Ou en tout cas, elle s'est fait plus minime et plus discrète. C'est d'ailleurs cet acte qui lui a valu d'être nommé premier marshal par le seigneur commandant des marteaux de Sigmar lui-même, Bastian Cartalos. Au combat, la lionne de l'Aride manipule différentes armes, une lame incandescente enchantée par le collège de magie flamboyant, un marteau béni par les cultes amberogènes, et aussi deux autres armes d'état qui appartenaient aux membres du conclave qu'elle a abattu. Mais dans son arsenal, sa meilleure arme est probablement sa manticore, Infernadine. Et d'ailleurs, on peut se demander de quelle façon épique elle aurait obtenu une telle monture. Est-ce qu'elle a élevé depuis la naissance, ou est-ce qu'elle a soumis dans un combat singulier? Et elle a gagné aux cartes. À un cirque. Moi, je sais, c'est moins épique. Et d'ailleurs aussi, on peut se demander comment est-ce qu'elle a perdu son œil. Serait-ce dans un combat dantesque contre un monstre ou un démon? Et elle s'est fait crever l'œil par le dard de scorpion du manticore en essayant de le dompter. Voilà. Mais bon, après, ce genre d'action de tête brûlée, quelque part, c'est très akshien, en somme. Elle est d'ailleurs très fière de l'identité du peuple d'Akshi, et voit d'ailleurs un peu d'un mauvais œil la supériorité des Azirites. Pour elle, les peuples d'Akshi ne devraient pas être des vassaux d'Azir. Et donc cette vision un peu indépendantiste me laisse penser que petit à petit, les cités de Sigmar deviendront peut-être plus indépendantes, même si toujours alliées à Azir. C'est d'ailleurs en quelque sorte déjà le cas, certaines cités sont tellement éloignées les unes des autres qu'elles gèrent leurs affaires de manière indépendante, un peu comme des cités-États. Et les différentes colonies établies par les croisades et Eofor, dans la vicinité des cités majeures, commencent petit à petit à former en quelque sorte de nouveaux pays et nations, avec leur propre identité et culture. Et c'est quelque part une évolution naturelle, car après tout, cela fait plus d'un siècle que ces cités existent et que ces peuples ont commencé à avoir leur propre identité. De toutes les cités d'Akshi, la plus grande est sans doute celle d'Amerul Aksha. Elle est aussi liée à Amerul Gira, à Giran, le royaume de la vie, par une porte au royaume. C'est pourquoi on la surnomme la cité jumelle. Cette porte au royaume, aussi appelée la porte de la faille, avait anciennement été sous le contrôle d'Oruk, qui la vénérait comme la bouche de Gorka Morka, et la vénère d'ailleurs toujours. C'est pourquoi, au fur et à mesure des années, bien souvent, des Waks se sont réunis pour essayer de la reprendre. Cette porte a été prise par l'host des éternels des marteaux de Sigmar pendant la guerre des portes au royaume. C'est pourquoi Amerul porte une partie de leur nom en leur honneur. La relation symbiotique des deux facettes de la cité d'Amerul est probablement l'une des raisons qui l'a fait autant prospérer. Le côté d'Amerul Aksha est le côté industriel de la ville, et ses forges produisent la grande majorité des armes et armures de la ville. Là où Amerul Gira produit la majorité de la nourriture grâce à son agriculture. Les deux parties sont connectées par deux aqueducs, l'un acheminant de l'eau de Gira vers Aksha, là où elle est la plus rare, et l'autre acheminant de la lave d'Aksha à Gira, afin de ralentir la progression de la flore invasive de Giran, qui pourrait sinon bien vite recouvrir la ville. Amerul Aksha est aussi célèbre pour son akadamae martial, d'où sont ressortis les meilleurs généraux et stratèges des guildes franches. D'autres villes avoisinantes y envoient d'ailleurs souvent leurs officiers afin qu'ils puissent y être formés. La ville du cœur sacré est réputée pour ses mages et leur expertise dans les arts mystiques. La cité a été bâtie sur un filon de pierres de royaume nommé l'abîme scintillante. Les pierres de royaume sont une telle richesse qui motive bien souvent la création de cités. Mais le cœur sacré est assez particulier, car il semble altérer ses habitants. La preuve en est que la plupart des natifs ont au moins de faibles aptitudes magiques innées, sans même avoir jamais reçu aucun enseignement. Il arrive parfois par exemple que si un sort est envoyé vers eux, ils peuvent parfois se dissiper spontanément, ou ils peuvent être naturellement capables de produire des petites flammes ou étincelles d'un claquement de doigts. Et les mages expérimentés qui en sont originaires ont la réputation d'être les meilleurs du collège flamboyant. Certains racontent que cela est peut-être dû à la concentration des pierres de royaume à laquelle les habitants sont sans cesse exposés, mais il est aussi possible que l'origine de ce phénomène soit un peu plus sombre, car avant que la cité soit bâtie, quelque chose dans ses profondeurs a dû être vaincu. Un puissant Drake corrompu par l'influence de Tzinch, qui a d'ailleurs été vaincu par les chevaliers sanctifiés auxquels la ville doit son nom. La présence prolongée de cette créature dans les cavernes du cœur sacré pourrait aussi avoir joué un rôle dans cet étrange phénomène qui affecte la population. Il se trouve d'ailleurs qu'on peut maintenant voir dans les rues de la ville des seigneurs véritants de l'host des chevaliers Excelsior. Et généralement, quand ces éternels sont envoyés, c'est soit pour trouver un problème, soit pour régler un problème.
La cité de l'œil de la tempête a été construite sur les flancs de la montagne de la lance du Titan, en très haute altitude, au-dessus des nuages. Elle est célèbre pour ses observatoires, mais aussi ses stratodocks, qui accueillent de nombreux caradrons, avec lesquels il commerce énormément. De par sa position, la cité peut surveiller et servir de rempart contre les tribus de barbares de la péninsule de Soufre. Ses habitants sont connus pour être extrêmement sérieux, peut-être même un peu trop. Des traits qui sont sans doute dus à leur seigneur, l'host des seigneurs de la tempête, à laquelle la cité doit le nom. Il est d'ailleurs assez rare que les éternels gouvernent eux-mêmes les mortels, mais les seigneurs de la tempête ont la particularité d'être d'anciens nobles et seigneurs, et considèrent que les mortels n'auront jamais assez d'expérience pour se gérer eux-mêmes. Il y avait aussi anciennement une autre cité du royaume du feu, en Vilgarde, mais suite à une guerre civile, elle appartient maintenant aux Kainites. Ensuite, du côté des cités de Giran, le royaume de la vie, il y a déjà Amerul Gira, comme on a déjà parlé tout à l'heure, mais aussi la merveille d'eau grise, une cité extrêmement industrielle, et elle a pollué ses environs à tel point qu'elle a créé un marais chimique autour d'elle. Cette ville est sans doute la capitale de la ville des Sous-de-Fer, et est sûrement la productrice majeure des armes à feu qui sont acheminées vers les autres cités de Sigmar. Les murs de la cité sont défendus par une excellente artillerie, et a même un train pourvu de puissants canons qui peut avancer le long des murailles afin de mieux se positionner. Ces défenses ont bien souvent été mises à rude épreuve à cause de leurs propres actions, car toute cette pollution de la nature de Giran leur a attiré l'ire des Sylvanès et a bien vite provoqué un conflit entre eux. Des effusions de sang supplémentaires ont pu être évitées grâce à l'intervention d'Alariel, la reine éternelle. Une trêve a été établie, mais les Sylvanès des environs de la merveille d'eau grise ne sont jamais partis. Les voyageurs et marchands qui partent et viennent vers la cité ne sont autorisés qu'à emprunter la route principale, et ceux qui s'écartent un peu trop du chemin devront affronter le châtiment funeste des esprits protecteurs de la forêt. La cité vivante, quant à elle, est l'opposé total de la merveille d'eau grise. C'est une cité en harmonie avec la nature qui a été offerte par Alariel aux mortels. C'est d'ailleurs pourquoi la ville compte beaucoup de ses adorateurs et aussi énormément de druides et mages du domaine de Jade. Elle aurait fait pousser la cité en une seule journée avec l'aide des mages sylvanès de racines noueuses. D'ailleurs, nombre de sylvanès vivent aussi dans cette ville et ils contribuent dans la vie et la défense de la cité. Les défenses de murs vivants naturels ont d'ailleurs été renforcés par la clairière de fer écorce, en imprégnant les arbres mûrs de différents minéraux. Des clans Kurnosi sont aussi autorisés à vivre dans les environs de la cité. Il existait aussi une autre cité jusqu'à il n'y a pas si longtemps, celle du Phénicium, l'ancien bastion de guerriers elfes nommé les Gardes Phénix, qui vénéraient un dieu animal nommé Lur Phénix. Cette cité faisait partie des 3 graines de l'espoir, avec la merveille d'eau grise et la cité vivante, qui ont été établies après la saison de la guerre durant la guerre des portes. Mais le Phénicium a depuis été détruit et conquis par Abraxia, la capitaine de la Varangarde et bras droit d'Archaon, l'élu éternel. Cette cité est donc maintenant un bastion sombre nommé le Noir Bûcher. La plus grande cité de Gur, le royaume de la bête, est sans conteste Excelsis. Elle a été fondée par les chevaliers Excelsior autour d'un objet nommé la lance de Malus, et qui serait un fragment du cœur de l'ancien monde. La lance est elle-même une ressource importante pour la cité, car ses éclats, quand ils sont consommés, donnent des visions du futur, et ils ont fini par être utilisés dans la vie de tous les jours par ses habitants, à un tel point qu'il est par exemple commun pour un pêcheur d'en consommer pour pouvoir localiser les endroits les plus profitables. Avec un accès aussi facile d'une telle ressource, la cité est connue pour avoir d'innombrables prophéties. Mais cela a aussi attiré la convoitise de serviteurs de Slaanesh et de Tzeentch. Mais heureusement, l'œil des chevaliers Excelsior est extrêmement vigilant, mais leur justice est aussi implacable. Tout individu s'associant à ces cultes ou étant touché par quelque forme de corruption, quand bien même il n'en aurait pas conscience, est sommairement exécuté sans aucune forme de pitié s'il vient à être découvert par les éternels. Les dirigeants de la cité d'Excelsior sont ceux qui arrivent à avoir des visions les plus précises ou arrivent à mieux les interpréter. Ils sont sans cesse en train d'essayer de prévenir des catastrophes potentielles ou de préparer des guerres futures. Et ils semblent être jusqu'ici assez compétents au vu des menaces auxquelles la cité a réussi à survivre, car elle a déjà fait entre autres face à Kragnos, le dieu des séismes, mais aussi Sinessa et Dexessa, les jumeaux de Slaanesh.
La plus grande cité de Shamon, le royaume du métal, est Vindicarum. Mais on peut dire qu'elle n'est pas la plus représentative. Là où d'autres cités du royaume du métal sont des exemples de science et de progrès, Vindicarum est une cité fermée dans l'obscurantisme et le fanatisme. Voir des dévots se flageller et se fouetter dans la rue est une vision assez commune. La cité a été bâtie sur un volcan de mercure endormi. Et quand on y pense, le mercure ne doit pas améliorer la santé mentale de ses habitants. L'endroit abritait anciennement une porte au royaume sous le contrôle de forces de Tzeentch qui a été repris par les Vindicateurs Célestes, qui est probablement Lost, qui est aussi le plus fanatique de tous les éternels. Ce qui a sans doute aussi en partie influencé la population. Même si au cours de l'histoire de Vindicarum, la population a été purgée à plusieurs reprises par les Vengeurs Célestes après des périodes d'instabilité. Mais malgré tout cela, la cité est tout de même l'un des bastions majeurs de la foi sigmarite, et la foi obstinée de ses habitants a aussi maintes fois permis à la ville de survivre dans des conditions extrêmes. La cité doit aussi son succès au commerce qu'ils font avec les stratopores Caradhras de Shamon. La cité a d'ailleurs survécu in extremis grâce à leur aide face à une attaque de Be'lakor et de ses légions. Létis est la plus grande cité de Shyish, le royaume de la mort. Ses habitants étudient depuis longtemps les arts mystiques et théologiques autour de la mort, afin de pouvoir combattre plus efficacement les légions mort-vivantes de Nagash. Létis vénère d'ailleurs un dieu de la mort autre que le nécromancien, nommé Morda, un dieu très ancien dont les légendes et la vénération a été propagée par les éternels de l'Ost des Enclumes de l'Edenhammer, dont certaines de leurs âmes dateraient de l'ancien monde, ce qui pourrait expliquer les similitudes évidentes entre Morda et Mor, l'ancien dieu de la mort de l'Empire, tous deux étant aussi symbolisés par des corbeaux. C'est d'ailleurs aussi pourquoi on voit des corbeaux sur l'héraldique de Létis, qu'on surnomme aussi parfois la cité des corbeaux. La cité est aussi célèbre pour apporter des talismans de protection contre les morts vivants, qui sont directement bénis par des prêtres de Morda. Anciennement, cette région a eu aussi une certaine importance, car non loin était enfermé Katakros, le mortarque des nécropolis et chef des légions ossiarques. Misthaven est la cité majeure d'Ulgu, le royaume des ombres. C'est une cité un peu particulière car elle flotte sur les flots et est composée d'une armada de bateaux, dont beaucoup appartiennent à des corsaires elfes. La cité a donc naturellement une grande expertise dans la navigation. La cité est d'ailleurs sous l'influence d'une triade nommée les Cailles Noires, composée de ces corsaires, des couvents de sorcières noires et aussi de l'Order Serpentis. Ce qui fait que cette cité est aussi un havre de criminalité et de contrebande. Il y a un grand conclave qui gère supposément la ville, mais ils n'ont concrètement aucun pouvoir, et la population refuse catégoriquement d'obéir aux lois azirites. Il y a bien des éternels de l'ost des bellicistes célestes, mais ils sont eux aussi assez tolérants par rapport à la criminalité, mais agissent tout de même parfois lorsqu'il y a des débordements. La cité a établi un traité nommé le Traité des Ombres avec le stratopore de Barak Mornar, qui a été très profitable économiquement pour les deux parties. Ces Caradhras ont même apporté leur expertise dans la création du fort Ténébrax, une véritable machine de guerre qui sert à la fois de bateau et de fort pour les éternels, et sur lequel se trouve aussi la lueur de Shadrach, la porte au royaume mystérieuse de la cité. Elle ne semble cependant pas très bien fonctionner. Les oracles des bellicistes travaillent d'arrache-pied pour essayer d'en découvrir les secrets, mais pour l'instant sans succès. Ils ont cependant appris à canaliser la lumière de la porte qui permet de manipuler les brumes d'Ulgu et de camoufler la cité ou d'obscurcir la vision de ses assaillants. La conquête du pionnier est la cité majeure de Hysh, le royaume de la lumière. Elle a été fondée sur le continent central de Hysh, le Xintil, qui est l'un des seuls endroits où les lunettes, qui contrôlent la majeure partie du royaume de la lumière, autorisent les étrangers à vivre. Cette cité a la réputation d'être la cité idéale, une quasi-utopie de merveilles où tous peuvent venir apprendre toutes sortes de savoirs. Mais la cité est aussi sous l'étroite surveillance des Lumines, qui insistent d'ailleurs pour toujours nommer le gain du pionnier Ilorai Xen. Et bien que la cité ait un gros conclave et des éternels de l'ost des seigneurs de la tempête, certains disent que ce sont eux qui gouvernent vraiment la cité. Car ceux qui sont tenus en plus haute estime sont ceux qui possèdent le plus de savoir. La cité a en quelque sorte une forme de structure sociale élitiste, où les plus hautes strates de la ville ne sont accessibles que par les meilleurs étudiants et les plus grands savants. Ce qui veut dire que les esprits les moins académiques restent dans les strates basses et extérieures de la cité, pour mieux s'épanouir dans leur
leur noble travail manuel. Au premier abord, tout le monde semble plus ou moins satisfait de cet ordre des choses, mais d'après des rumeurs, il arrive que certains qui expriment leur mécontentement sont menés au prisme de l'illumination et en ressortent étrangement pacifiés. Donc, potentiellement, les luminettes font des lavages de cerveau. Voilà donc pour les cités de Sigmar majeures. Ma préférée est probablement la cité vivante, pas seulement parce qu'il y a des Sylvanes, mais vous saviez qu'il y avait des Sylvanes? N'hésitez pas à me dire celle que vous préférez, car je ferai très probablement des vidéos dédiées à certaines. Il existe aussi des cités libres qui n'appartiennent pas aux cités de Sigmar, mais à des peuples natifs des royaumes, comme la ville de Lumnos, appartenant à la nation mage d'Aspiria, et qui descend d'ailleurs de l'empire magocratique agloraxien, un empire qui a associé la technologie et la magie qui leur a permis de créer des merveilles comme la cité flottante d'Aramentia. L'Empire dominait la région du vaste aride d'Akshi et même au-delà, et on peut dire qu'en l'absence d'un dieu majeur à Akshi, ils occupaient en quelque sorte le même rôle et la même position. Cependant, cet empire voyait les mages comme supérieurs et voyait les non-mages comme inférieurs, qui étaient utilisés comme une main-d'œuvre à la limite de l'esclavage. L'Empire a aussi mené des expérimentations inhumaines, ce qui a d'ailleurs provoqué la scission d'une partie de son peuple, qui a ensuite établi la nation d'Aspiria. Et ils sont d'ailleurs maintenant tout ce qui reste de cet empire qui est tombé durant l'âge du chaos. Il y a aussi la nation de Batar, B-A-T-A-A-R au cas où, qui est une nation marchande extrêmement riche et qui a fait une alliance avec la nation mage d'Aspiria. Les Batari ont d'ailleurs payé les Aspiriens pour enchanter leur armada de fer qui est devenu le marché flottant. Ces bateaux volants leur permettent de commercer à travers tout Akshi, ce qui fait d'eux des rivaux très sérieux pour les Caradrons. Il y a aussi la ville d'Edassa, une cité-état qui vénère des divinités léoniennes. La garde d'élite de cette cité est d'ailleurs célèbre pour ses guerrières portant des peaux de lion noir, ce qui me fait d'ailleurs un peu penser au lion blanc de Kras des hauts elfes d'Ultuan. Là-bas, Sigmar est d'ailleurs aussi vénéré, mais il est représenté avec une tête de lion et vu comme fier, royal et territorial. Il y a pas mal d'autres petites cultures à travers les royaumes qui pourraient être intéressantes de voir être explorées à l'avenir dans l'âge de Sigmar, et qui sait, peut-être que certaines d'entre elles arriveront dans le wargame à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous en donnent envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.